Prince Rogers Nelson a passé toute sa vie à ériger des murs entre lui et l'industrie, entre sa douleur intime et le regard du public, entre l'homme et le mythe. Lorsqu'il a été retrouvé inanimé dans un ascenseur de Paisley Park, ces murs ne se sont pas seulement effondrés, ils ont révélé des questions auxquelles personne n'était prêt à répondre. Ce que les enquêteurs ont découvert à l'intérieur de son sanctuaire allait bien au-delà du deuil ou des souvenirs, et cela a immédiatement modifié la perception de son héritage. Ce n'est pas une histoire de célébrité, c'est une histoire de ce qui était caché, de ceux qui savaient, et des raisons pour lesquelles tant de choses ont été discrètement tenues sous scellé. Le jour où Paisley Park est devenu silencieux. Le matin où Prince Rogers Nelson a été retrouvé inconscient à Paisley Park, le domaine n'a plus ressemblé à une maison. Il s'est presque immédiatement transformé en scène sous contrôle. Les membres du personnel qui l'ont découvert dans l'ascenseur ont appelé les secours, mais il n'y a eu ni réanimation ni seconde chance. En quelques heures, les autorités locales ont bouclé l'ensemble du complexe. Il ne s'agissait pas d'un décès ordinaire. Prince était encore en tournée, encore en train d'enregistrer, encore en train de planifier des projets futurs. Il n'y avait aucun signe visible de violence, aucune lettre d'adieu, aucune explication évidente. Et c'est précisément cette absence de clarté qui a suscité l'inquiétude. Paisley Park n'était pas seulement une résidence. C'était un complexe hautement sophistiqué servant à la fois de studio d'enregistrement, d'espace de répétition, d'archives et de refuge privé. Pour cette raison, les enquêteurs ont abordé les lieux avec une extrême prudence. Chaque pièce comptait, chaque objet comptait. Le bureau du shérif du comté de Carver a rapidement compris l'ampleur de la situation et a contacté les autorités fédérales. Peu de temps après, la DEA et le bureau d'enquête criminelle du Minnesota ont été impliqués. Cette escalade n'était pas symbolique, elle était procédurale. Quelque chose n'allait pas. Quelques jours plus tôt, l'avion privé de Prince avait effectué un atterrissage d'urgence après qu'il eut perdu connaissance en plein vol. À l'époque, ses représentants avaient minimisé l'incident, évoquant une fatigue extrême ou des symptômes grippaux. Mais au sein des forces de l'ordre, cet épisode est immédiatement revenu à l'esprit. Une urgence médicale soudaine suivie d'un décès inexpliqué dessinait une chronologie qui exigeait un examen approfondi. Les enquêteurs ont alors commencé à s'intéresser non seulement au moment de sa mort, mais aussi aux dernières semaines de sa vie. À l'intérieur de Paisley Park, les agents ont découvert des médicaments sur ordonnance à plusieurs endroits. Certains étaient correctement étiquetés, d'autres ne l'étaient pas. Des comprimés ont été retrouvés hors des armoires à pharmacie, rangés dans des enveloppes, des boîtes de médicaments en vente libre et des sacs de voyage. Cette découverte, à elle seule, a fait basculer l'enquête. Il ne s'agissait plus uniquement d'un effondrement médical. Il était désormais question d'accès, d'approvisionnement et de connaissance. Qui savait que Prince prenait des antalgiques? Qui l'aidait à se les procurer? Et surtout, savait-il exactement ce qu'il prenait? À la fin de la première journée, Paisley Park était passé d'un sanctuaire créatif à un site d'enquête actif. Le silence qui régnait dans le bâtiment était lourd, pas apaisant. Prince avait vécu dans la discrétion, mais désormais, chacune de ses décisions prises au cours de ces dernières semaines faisait l'objet d'un examen minutieux. Le public y voyait encore une perte tragique. Les autorités, elles, commençaient à soupçonner une réalité bien plus complexe. Les pilules qui ont tout changé. Alors que les enquêteurs poursuivaient leurs fouilles à Paisley Park, l'attention s'est déplacée du lieu lui-même vers ce que Prince consommait à l'intérieur. Ce qu'ils ont découvert s'est révélé profondément troublant, non pas seulement en raison des quantités, mais surtout à cause des incohérences. Des médicaments sur ordonnance étaient disséminés dans tout le domaine, ni centralisés, ni organisés, et dans de nombreux cas, ils n'étaient pas prescrits au nom légal de Prince Rogers Nelson. Ce détail a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. Plusieurs prescriptions ont été reliées à Kirk Johnson, le garde du corps de longue date de Prince et l'un de ses plus proches collaborateurs.
Parmi elles figuraient des antidouleurs et des médicaments contre les nausées, dont du Percocet prescrit peu de temps avant la mort de Prince. Johnson a ensuite déclaré qu'il récupérait ses prescriptions pour le compte de Prince afin de protéger sa vie privée, une affirmation cohérente avec l'obsession de Prince pour le contrôle et le secret. Mais les enquêteurs n'étaient pas là pour interpréter des intentions. Leur mission était d'identifier les responsabilités. Puis est venue la découverte qui a bouleversé toute l'affaire. À l'intérieur d'un flacon d'Aleve étiqueté Watson 385, les agents ont trouvé des comprimés qui ressemblaient visuellement à de l'hydrocodone acétaminophène, un antidouleur couramment prescrit. Les analyses en laboratoire ont révélé quelque chose de bien plus dangereux. Les pilules contenaient du fentanyl, un opioïde synthétique plusieurs fois plus puissant que la morphine et l'héroïne. D'autres comprimés récupérés dans le domaine contenaient de l'U-47 700, une autre substance synthétique extrêmement puissante, rarement prescrite et fréquemment associée à des overdoses mortelles. L'aspect le plus inquiétant n'était pas seulement la présence de ces substances, mais les éléments suggérant que Prince ignorait peut-être ce qu'il prenait réellement. Les résultats toxicologiques ont montré qu'il n'y avait aucune trace de fentanyl dans son organisme avant la dose fatale. Cela indiquait qu'il n'en faisait pas un usage habituel. Les enquêteurs ont alors estimé qu'il avait pu ingérer une pilule contrefaite sans savoir qu'elle était chargée d'une substance mortelle. Une seule pilule, une seule erreur, une conséquence irréversible. Des recherches supplémentaires ont révélé des comprimés dissimulés dans des flacons de vitamines, des boîtes d'aspirine et une valise portant l'alias de Prince, Peter Bravestrong. Dans cette même valise se trouvaient des paroles manuscrites et des objets personnels. Le contraste était saisissant. L'art et la vulnérabilité côtoyèrent des substances capables de lui coûter la vie. Au total, plus de 60 comprimés contrefaits ont été récupérés. Ils n'étaient pas rangés comme des drogues destinées à l'abus. Ils étaient rangés comme des secrets. Les entretiens avec des personnes proches de Prince ont laissé penser qu'il traversait peut-être des symptômes de sevrage dans ces derniers jours. Il aurait tenté de gérer sa douleur seul, évitant un traitement public ou une rééducation officielle. Pour quelqu'un dont l'identité reposait sur la discipline, le contrôle et des convictions spirituelles fortes, reconnaître une dépendance pouvait sembler impossible. Les enquêteurs ont commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un comportement imprudent, mais d'un désespoir silencieux. À ce stade, l'enquête a dépassé le stade de la spéculation. La DEA a intensifié son implication. Le Bureau d'enquête criminelle du Minnesota a élargi les analyses médico-légales. Et peu après, le FBI est officiellement entré dans l'affaire. Il ne s'agissait plus seulement de Prince. Il était désormais question de médicaments contrefaits, de réseaux de distribution interétatiques et d'un système capable de laisser des substances mortelles atteindre même les personnes les plus protégées. Et Paisley Park, autrefois forteresse de la créativité, était désormais une pièce à conviction dans une histoire bien plus vaste et bien plus sombre. Le FBI entre à Paisley Park. Lorsque le FBI a officiellement rejoint l'enquête, le ton est passé d'une investigation tragique à une affaire relevant de la compétence fédérale. L'événement n'était plus considéré comme un incident isolé impliquant une seule personne. La présence de pilules contrefaites contenant du fentanyl suggérait l'existence d'un réseau plus vaste, potentiellement actif au-delà des frontières de l'État, plaçant immédiatement l'affaire sous juridiction fédérale. Pour les agents, la priorité n'était plus seulement de comprendre comment Prince était mort, mais surtout comment de telles substances avaient pu parvenir jusqu'à lui. Les agents fédéraux ont entamé une fouille méthodique de Paisley Park, le traitant à la fois comme une résidence et comme une empreinte numérique. Ils ont examiné téléphones, ordinateurs, comptes de messagerie, messages, textes et relevés d'appels, à la recherche de toute trace de communication liée à des prescriptions, des livraisons ou des intermédiaires. L'objectif était d'identifier des schémas. Prince commandait-il lui-même ses médicaments? Quelqu'un les organisait-il pour lui?
Existait-il un fournisseur exploitant son besoin de discrétion? L'implication du FBI a également introduit un niveau de discrétion que le public n'a jamais pleinement perçu. Des mandats de perquisition ont été délivrés et, dans certains cas, placés sous scellé. Cela signifiait que leur existence était légalement dissimulée, que leur contenu était restreint et que leurs conclusions étaient protégées de toute divulgation immédiate. Aux yeux des observateurs extérieurs, l'enquête semblait silencieuse. En réalité, elle était volontairement contenue. Les agents avaient reçu pour consigne de limiter les fuites, de réduire les spéculations et de se concentrer exclusivement sur des éléments vérifiables. À l'intérieur de Paisley Park, les recherches ont dépassé le cadre des médicaments. Les agents ont documenté l'état des pièces, notant ce qui avait été déplacé et ce qui était resté intact. Les studios étaient demeurés exactement tels que Prince les avait laissés. Des notes étaient encore épinglées au mur. Les équipements étaient éteints, mais en parfait état. À l'inverse, les espaces personnels révélaient une profonde solitude. Prince vivait en grande partie seul, communiquait par intermédiaire et limitait l'accès même à ses collaborateurs de longue date. Cet isolement est devenu un élément clé pour comprendre comment son état avait pu se détériorer sans intervention. Ce qui inquiétait le plus les agents était l'absence de responsabilité clairement établie. Malgré des mois d'entretien avec des médecins, des pharmaciens, des proches et des membres du personnel, aucune chaîne de responsabilité nette n'a émergé. Personne n'a pu dire avec certitude qui avait fourni les pilules contrefaites. Personne n'a reconnu en connaître la véritable nature. Chaque piste menait à une autre impasse. Le FBI a suivi des pistes au-delà du Minnesota, examinant des circuits de distribution souvent associés aux opioïdes contrefaits contenant du fentanyl, mais la trace s'est systématiquement perdue. Au fil de l'enquête, il est devenu évident que la mort de Prince se situait au croisement de plusieurs défaillances. Le suivi médical était fragmenté. La protection de la vie privée avait été privilégiée au détriment de la sécurité, et le marché des drogues contrefaites était devenu suffisamment sophistiqué pour tromper même ceux qui étaient habitués à tout contrôler. Pour les agents fédéraux, il ne s'agissait pas seulement d'une affaire médiatisée, c'était la démonstration brutale de la létalité de la crise des opioïdes. Finalement, les procureurs ont reconnu ce que les agents savaient déjà. Les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites pénales. L'origine des pilules n'a jamais pu être établie de manière concluante. L'affaire a été officiellement classée mais non résolue. Les dossiers ont été archivés. Les mandats sont restés sous scellé. Et Paisley Park, désormais libéré de la présence des enquêteurs, est retombé dans le silence, conservant des réponses que le droit n'a pas pu forcer à émerger. À l'intérieur du manoir, une vie préservée dans le silence. Bien après la fin de l'enquête active, ce que les agents fédéraux retenaient le plus de Paisley Park n'était pas le chaos, mais l'immobilité. En s'enfonçant plus profondément dans le domaine, au-delà des registres de preuves et des listes de contrôle médico-légal, ils ont découvert quelque chose d'inattendu, un lieu qui semblait préservé plutôt qu'abandonné. C'était comme si Prince Rogers Nelson s'était éclipsé en plein élan créatif, laissant son univers privé suspendu dans le temps. Cachés sous le bâtiment, derrière des portes renforcées, les agents ont pénétré dans la fameuse chambre forte qui alimentait depuis longtemps les rumeurs. À l'intérieur, des étagères du sol au plafond étaient remplies de musique inédite, de paroles manuscrites, d'enregistrements et de bobines de films. Il ne s'agissait pas d'accumulation excessive, mais d'intention. Prince avait consigné presque chaque impulsion créative, stockant des décennies de travail jamais partagées avec le public. D'anciens collaborateurs ont confirmé par la suite que l'essentiel de ce matériel avait été soigneusement archivé au fil des années, organisé et protégé avec une grande précision. La chambre forte n'était pas désordonnée, elle était méthodique. Au-delà de la musique, le manoir révélait une autre facette de l'identité de Prince. Des pièces dédiées à sa garde-robe abritaient des milliers de vêtements sur mesure,
allant de costumes impeccablement taillés à des tenues de scène conçues exclusivement pour lui. Des rangées de chaussures tapissaient les murs, chaque paire soigneusement cataloguée. Il ne s'agissait pas de costumes conservés par nostalgie. Ils semblaient préservés comme s'ils attendaient d'être portés à nouveau. Ces effets personnels bénéficiaient de la même attention. Notes, instruments et accessoires placés exactement là où il les avait laissés. La découverte la plus intime concernait peut-être le lieu où reposaient les cendres de Prince. Elles étaient conservées dans une urne en verre et en céramique, conçue comme une réplique miniature de Paisley Park lui-même. Réalisée par sa sœur et son neveu, l'urne comportait des éléments symboliques liés à ses croyances et à son esthétique. Elle reposait discrètement au sein du domaine, ni cachée, ni exposée au public. Pour les agents, cet emplacement semblait intime, non démonstratif. Il ne s'agissait pas d'une mise en scène destinée aux visiteurs. C'était une conclusion privée. Ce qui a troublé les enquêteurs, c'est la rapidité avec laquelle l'espace a commencé à changer après la mort de Prince. Alors que le domaine restait sous supervision judiciaire, certaines parties du manoir ont été subtilement transformées. Des vitrines sont apparues, l'éclairage a été modifié, des parcours ont été définis. Cela ressemblait moins à une simple conservation qu'à une préparation. Pourtant, aucune annonce publique n'a été faite, aucun permis affiché, aucune explication officielle donnée. Quelqu'un avait commencé à remodeler l'univers privé de Prince en autre chose. Cela a soulevé des questions difficiles. Qui avait autorisé ces modifications alors que la succession était encore en cours? Ces actions visaient-elles à honorer Prince ou à sécuriser et contrôler ce qu'il avait laissé derrière lui? Certains proches ont suggéré par la suite que cette transformation rapide pouvait servir à gérer des éléments sensibles en veillant à ce que certains objets restent soigneusement présentés plutôt que soumis à un examen approfondi. La frontière entre hommage et mise sous contrôle devenait de plus en plus floue. Pour les agents fédéraux, c'est à ce moment-là que l'affaire a pris une dimension plus lourde encore. Ils ne se contentaient plus de documenter une mort. Il se tenait à l'intérieur de la vie méticuleusement construite d'un artiste qui avait contrôlé chaque récit de son vivant. Dans la mort, ce contrôle lui échappait, remplacé par des décisions prises dans le silence, sans explication et sans sa voix pour les orienter. D'un sanctuaire scellé à un lieu de pèlerinage public. 6 mois après la mort de Prince Rogers Nelson, et seulement peu de temps après la présence fédérale discrète, mais profondément troublante à l'intérieur de Paisley Park, le domaine a connu une transformation qui a stupéfié même ceux qui pensaient comprendre la manière dont les héritages de célébrités se construisent habituellement. Ce qui avait été scellé, gardé et traité comme un site sensible lié à une enquête en cours se préparait soudain à accueillir le public. La rapidité de cette transition était frappante. Il n'y eut ni longue période de réflexion, ni pause prolongée pour laisser retomber la poussière. Le changement sembla presque chirurgical, comme si un interrupteur avait été actionné. Par un matin d'octobre gris, des fans se sont rassemblés devant les grilles de Paisley Park, beaucoup vêtus de violet de la tête aux pieds, certains tenant des fleurs, d'autres restant silencieux, incertains des émotions qu'ils allaient affronter. Ce qui se trouvait derrière ces grilles avait autrefois été l'espace le plus protégé de la vie de Prince, un lieu qu'il partageait rarement et qu'il contrôlait farouchement. L'ouverture a été gérée avec une efficacité professionnelle. Graceland Holdings, la société connue pour la gestion de la succession d'Elvis Presley, a été sollicitée pour superviser le processus. Sur le papier, la décision semblait logique. Elle disposait de l'expérience nécessaire pour transformer une résidence privée en destination publique fonctionnelle tout en conservant une aura de respect. Les visites ont été structurées, les parcours tracés, le personnel formé, tout fonctionnait avec fluidité. Mais derrière cette apparente maîtrise, la décision a suscité un malaise. Prince avait passé toute sa carrière à résister au contrôle extérieur. Il s'était opposé aux maisons de disques, avait rejeté la promotion traditionnelle et avait construit Paisley Park précisément pour éviter l'ingérence de l'industrie.
Désormais, cette même industrie façonnait le récit à l'intérieur de ses murs. Pour certains observateurs, il s'agissait de préserver l'histoire. Pour d'autres, c'était une trahison silencieuse de sa philosophie de toujours. Au fil de la visite, l'expérience était soigneusement mise en scène pour maintenir un équilibre entre intimité et distance. Le studio A demeurait en grande partie intact, figé dans un état laissant penser que Prince pouvait revenir à tout moment. Des notes étaient encore visibles, les équipements placés exactement là où il les avait laissés. Le NPJ Music Club, autrefois réservé aux performances nocturnes et aux concerts surprises, était désormais ouvert au public. Sa garde-robe, des milliers de vêtements conçus sur mesure, était exposée derrière des vitrines transformées d'outils d'expression en pièces muséales. Les instruments reposaient sous une lumière tamisée, privés de son mais chargés de sens. Au centre émotionnel du parcours se trouvait l'urne contenant les cendres de Prince, installée dans une réplique miniature de Paisley Park lui-même. Pour beaucoup de fans, c'était le moment le plus éprouvant. Ce n'était ni théâtral, ni sensationnaliste. C'était profondément personnel. Certains s'y attardaient plus longtemps qu'ailleurs, pleurant ouvertement, d'autres restant immobiles en silence. Le sentiment dominant n'était pas l'excitation. C'était la confrontation. La reconnaissance que Prince était parti, tout en étant encore étrangement présent. Derrière cette expérience publique, des tensions non résolues continuaient de se déployer. Prince était mort sans testament, laissant sa succession enlacée dans des conflits juridiques prolongés. Le contrôle de ses biens, de sa propriété intellectuelle et des décisions de gestion est devenu l'objet de litiges complexes. L'IRS a contesté l'évaluation de la succession, réclamant des millions de dollars supplémentaires en impôts et pénalités. Parallèlement, des actions en responsabilité civile engagées par la famille de Prince contre des prestataires de soins de santé ont suivi leur cours, invoquant des signaux d'alerte ignorés et des manquements au devoir de vigilance. Tandis que les fans arpentèrent les couloirs et prenaient des photos, des avocats s'affrontaient discrètement dans des salles de réunion à l'écart du regard du public. Au-dessus de tout cela, planait une question à laquelle aucun tribunal ne pouvait répondre. Prince aurait-il voulu cela? Certains proches estimaient qu'il imaginait Paisley Park comme un espace vivant dédié à l'art, bien après sa mort, un lieu où la créativité pourrait se poursuivre sans lui. D'autres affirmaient que sa vie privée était non négociable et que l'ouverture de son sanctuaire contredisait la raison même pour laquelle il l'avait construit. La vérité est sans doute plus nuancée. Prince croyait profondément à la notion de legs, mais il croyait tout autant au contrôle. Et le contrôle était précisément la chose qui lui échappait désormais. À la sortie de Paisley Park, de nombreux visiteurs ont décrit une sensation étrange et persistante, non pas un sentiment de clôture, mais de proximité. Ils n'avaient pas simplement vu des expositions. Ils avaient traversé une vie brutalement interrompue, une histoire privée de son auteur pour en décider la fin. Aujourd'hui, Paisley Park existe dans un équilibre fragile entre sanctuaire et point d'interrogation, honorant un génie tout en rappelant silencieusement au monde que certains mystères n'étaient peut-être jamais destinés à être pleinement résolus. Après tout ce qui a été mis au jour, une question demeure simple et pourtant incontournable. Certaines parties de la vie d'un artiste doivent-elles rester privées à jamais, ou le monde a-t-il le droit de tout voir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous et restez avec nous pour d'autres récits que l'histoire n'a pas encore fini de raconter.